Chers amis, vous vous rappelez que la fois précédente, nous avons évoqué le théâtre. Et nous avons vu qu'il n'est de bon théâtre que de théâtre grec. Mais il est une forme irremplaçable que nul ne déniera à la civilisation grecque, c'est la philosophie. D'abord, vous avez noté que histoire est un mot grec. Vous avez noté que philosophie, c'est un mot grec. Quand nous allons aborder la politique, vous avez noté aussi, c'est un mot grec. Tout se passe comme si dans ces grands domaines de pensée et d'expression, le vocabulaire était éminemment grec pour une raison très simple. C'est parce que les textes qui sont ainsi compris nous semblent tellement proches de nous que nous avons l'impression, quand on aborde les rivages de la Grèce, que nous sommes un peu grecs nous-mêmes. La philosophie, c'est l'exemple parfait. Certes, dans l'Antiquité, la Haute Antiquité, il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont pensé, qui ont écrit, qui se sont exprimés, qui ont débattu. Mais ils ne font pas de philosophie. Les textes qui nous sont parvenus ont tous été regroupés sous le terme de sapiens. C'est-à-dire, ce sont des textes de sagesse. Ce sont des textes de sagesse qui disent très exactement ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Ça ne se discute pas. Par exemple, ça se présente généralement en Égypte comme des écrits d'un vizir à son fils, ou d'un pharaon à son fils, dans lequel il lui dit, voilà, il faut que tu fasses telle chose et pas telle autre. Ou bien quand c'est des textes plus généraux qui s'adressent au commun des mortels, c'est une espèce d'attitude, de façon de se comporter, qui est ainsi présentée de manière très simple. C'est à prendre ou à laisser. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi il y a certaines... Par exemple, ce sont des textes qui sont ceux, comme dans le Deutéronome, dans lequel, par exemple, pourquoi la vache hausse, hein? Bon, on peut se poser la question. Là aussi, il n'y a pas, si vous voulez, de substrat de réflexion qui fasse que on ne dit pas ce qu'il ne faut pas faire, mais la philosophie va se tourner et va dire ce qu'il convient de faire, à partir d'un raisonnement que l'on appelle le logos, c'est-à-dire cette capacité d'ajuster les arguments, de les emboîter les uns les autres, de façon à ce que ça donne une forme de comportement qui n'est pas à prendre ou à laisser, mais qui est à discuter. La philosophie grecque, c'est la naissance du logos. Et la naissance du logos, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple l'exemple de Socrate. Lorsque Socrate fait de la philosophie, il fait pas de... Il dit pas ceci ou cela. Socrate dit quelle chose? Il dit, écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez parler de la vertu? Vous voulez parler de la pitié? Vous voulez parler de quoi? De quelle forme? Eh bien, on va discuter. Et alors, on se met tous ensemble dans une espèce de texte, de cercle sacré, qui est un cercle philosophique, et puis on avance petit à petit. Et tant que tout le monde n'est pas d'accord, on n'avance pas. Et c'est ainsi que petit à petit se crée un certain nombre d'ouvrages, avec Socrate, avec Aristote, bien sûr, et avec une foule de penseurs qui vont exprimer par le raisonnement, c'est-à-dire par le logos, par une démarche rationnelle de la pensée, qui vont exprimer quelle est leur conception de la vie. Et en particulier s'efforcer d'arracher à l'être ses formes les plus absolues. Lorsque des philosophes, par exemple, se posent la question de l'être et du non-être, et qu'à partir de cette donnée de l'être et du non-être, ils essaient de tirer par une logique implacable, ou en tout cas qu'ils souhaitent implacable, des données qui argumentent et qui constituent une pensée philosophique, ils font de la philosophie. Avant, on faisait de la sagesse. Avant, c'était une morale de comportement. Avant, c'était l'explication selon laquelle il n'y avait pas d'explication. C'était comme ça. Ça avait toujours été comme ça. Depuis l'aube des temps, c'était comme ça. Et l'homme devait se comporter comme ça. Désormais, lorsque le monde grec apparaît, son mot d'ordre, on pourrait le dire comme ça, hein, pas besoin d'attendre mai 68, son mot d'ordre, c'est du passé, faisons table rase. Tout ce qu'on apprenait jusque-là, tout ce qu'on nous disait de la vieille sagesse, tout ça, il faut le passer au pilon de la pensée, au pilon de la raison. Et c'est ainsi que Socrate pouvait dire « je ne sais rien ».
Il ne savait rien, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore démontré aux autres, mais surtout à lui-même, il n'avait pas encore démontré que c'était congruent en raison, que c'était raisonnable. Et c'est ainsi qu'on voit fleurir ce rivage de la Méditerranée à partir de la fin du IXe. Mais le grand siècle, c'est le siècle de Socrate, hein, c'est-à-dire le 5e et puis avec le 4e, celui d'Aristote. C'est ainsi qu'on voit fleurir une nouvelle pensée qui est désormais la nôtre, car la philosophie, non seulement c'est un nom grec, mais elle est fondamentalement et essentiellement grecque.